La suppression de la taxe d'habitation pose au moins deux questions aux élus. D'abord, c'est d'une part une suppression de l'autonomie fiscale des collectivités locales, donc des communes. C'est quelque part l'État qui reprend la main sur les finances des collectivités locales. Et puis deuxièmement, on sait bien que lorsque l'on nous dit compensation à l'euro près, on sait bien que derrière, il peut toujours y avoir demain des critères, des conditions, et donc une diminution de cette compensation sur le moyen terme. C'est Emmanuel Macron, effectivement, qui a dit qu'elle serait compensée à l'euro près. Apparemment, il ne vous a pas convaincu. À quoi ça sert, cette taxe d'habitation? Par exemple, à Sablé, elle représente quoi et elle sert à quoi? La taxe d'habitation, c'est aujourd'hui un des trois impôts importants payés par les contribuables: taxe d'habitation, taxe foncière, taxe sur le bâti. Elle fait partie du panier fiscal dont sur la commune avait la main. Elle sert à financer bien sûr les investissements, mais aussi tous les équipements et tous les services qui sont offerts à la population. Par exemple, l'accueil périscolaire, les centres de loisirs, la restauration scolaire, les équipements pour les personnes âgées, de la voirie, bref, tout ce qui fait la vie d'une commune. Effectivement, des choses essentiel. Après, c'est un impôt quand même devenu assez injuste, finalement, basé sur une valeur locative. C'est presque anachronique. Il ne faut pas faire bouger un petit peu les choses J'ai envie de dire, s'il fallait modifier sans doute la taxe d'habitation, il fallait aller au bout de la réforme, c'est-à-dire engager une refonte de la taxe, mais aussi des valeurs locatives pour remettre le sujet complètement à plat, ce qui au fond aurait été plus juste. Alors vous parliez justement de l'État qui reprenait un petit peu la main sur les communes. On a entendu des maires dire finalement on est un petit peu sous tutelle de l'État. Est-ce que c'est votre sentiment ? Oui, c'est le sentiment de beaucoup d'élus aujourd'hui, où d'une certaine manière on sent le pouvoir central qui veut reprendre la main sur les élus locaux et les politiques locales. Il y a aujourd'hui une confiance qui est d'une certaine manière rompue entre les élus et le pouvoir central. Je crois que ça sera un des sujets du congrès des maires. Et au fond, les élus ont aujourd'hui le sentiment d'être quelque part des variables d'ajustement, d'être des curseurs que l'on bouge, que l'on déplace en fonction des priorités du gouvernement, de ses volontés de réforme, et c'est quelque chose qui est assez mal vécu. On parle notamment de la carte d'identité aussi. Maintenant, certaines communes, un nombre limité, peuvent la délivrer, ce qui crée des problèmes. Là aussi, ça rajoute des contraintes pour les maires. Ça rajoute des contraintes pour les maires sur des compétences qui sont transférées mais qui ne sont pas compensées financièrement. Il y a eu l'urbanisme, il y a eu le droit des sols, il y a eu un certain nombre de sujets, les rythmes scolaires, beaucoup de thèmes qui reviennent aujourd'hui, où les maires ont le sentiment qu'on leur, entre guillemets, redonne la compétence sans les moyens, et où il faut faire face malgré tout, puisque notre rôle, c'est de répondre aux usagers, aux habitants. 7h51, l'invité de France Bleu Maine ce matin, Marc Joulot, maire de Sablé et président de l'association des maires de la Sarthe. Alors, samedi, lors du congrès annuel des maires de la Sarthe, justement, vous recevez le directeur de l'IFOP qui va vous dresser une sorte de portrait de la Sarthe. Quels sont les enseignements justement sur les territoires sartois, parce qu'il y en a plusieurs finalement? Effectivement, Jérôme Fourquet, le directeur de l'IFOP, c'est un Manceau, c'est un Sartois. Il va venir nous dresser un portrait électoral de la Sarthe depuis plusieurs années, au fond en essayant d'identifier à travers ce vote quel a été le message des Sartois et des Sartoises en termes d'attente, en termes de récrimination, en termes de demande, et puis pour montrer que le territoire a beaucoup évolué et qu'aujourd'hui on est moins sur un vote droite-gauche que sur un vote qui correspond aux évolutions du territoire en termes de rapport par rapport à la ville-centre, en termes de rapport par rapport au bourg-centre. Bref, c'est au fond dresser une carte qui nous permette d'avoir des idées et des fils conducteurs sur quelles sont les politiques locales qui pourraient permettre de répondre à ces attentes des habitants. Pour schématiser en deux mots, il y a des campagnes clairement délaissées qui se sentent exclues. Oui, il y a, on le voit au cours des dernières années, ça se traduit en termes électoraux, des territoires et des habitants qui peuvent avoir le sentiment parfois d'être en dehors ou d'être à côté, et c'est d'une certaine manière ce qui influence le vote et qui doit amener les élus à trouver des solutions pour répondre à ces attentes. Un dernier mot sur Christelle Morancé, qui va devenir aujourd'hui la première femme à diriger la région. Elle succède à Bruno Retailleau, frappé par la loi sur le non-cumul des mandats et qui a choisi de rester sénateur. Une Sartoise à la tête de la région, c'est bon pour notre département selon vous ? En tout cas, ça peut pas être mauvais. Moi, je suis certain que ça peut être bon. J'ai connu, je travaille avec François Fillon lorsqu'il était président de région et bien sûr sartois. Toujours intéressant d'avoir un président d'un grand exécutif comme la région qui est forcément. Qu'est-ce que ça peut changer ? Est-ce qu'elle a une oreille un peu plus attentive, peut-être sur les dossiers sartois ? Il y a un œil qui est plus attentif. Il y a des oreilles qui sont plus à l'écoute sur un certain nombre de sujets. Bien sûr, il faut garder l'équité de traitement, mais forcément, il y a une attention particulière qui est portée aux dossiers majeurs pour le territoire.